Faites entrer l'écriture, 19e épisode, à la recherche du premier livre lu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, plutôt que d'écriture, de lecture. En effet, je me rends compte que si je lis des extraits de textes à chaque épisode, si j'en ai consacré un aux endroits où lire ou écrire, pour l'instant, je ne questionne pas beaucoup la lecture elle-même. Or, le sujet m'intéresse particulièrement parce que, précisément, depuis quelques années maintenant, j'ai la sensation que lire est devenu une activité moins fluide, moins facile à faire, moins évidente, pour tout un tas de raisons, et j'ai envie d'en parler. Et en parler, c'est aussi me remettre dans un acte de lecture. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir en arrière et de questionner les tout premiers moments de lecture dans une vie. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé un peu à faire avec les autres, puisque, rappelez-vous... Alors moi, c'est Colline, j'ai 23 ans et je suis aussi en deuxième année de master de création littéraire à Clermont. Dans l'épisode où j'interrogeais les étudiants en création littéraire de Clermont-Ferrand, j'avais commencé par leur poser la question: quels sont vos premiers souvenirs de lecture? Quelles ont été vos premières lectures marquantes? Et le livre que j'ai choisi de me souvenir aujourd'hui, c'est un album, en fait, c'est La Tempête de Claude Ponty. Je me rappelle vraiment des illustrations et de l'ambiance de cette tempête. C'est une petite souris qui est fille unique. Elle est dans sa grande maison au milieu d'une plaine et avec ses parents, ils attendent la tempête. Et il y a un florilège de petits détails dans les dessins, mais qui sont très propres à Claude Ponty et qui m'ont toujours donné un sens de réconfort, alors que c'était en plein milieu d'une tempête, toute sa maison vacille, et ils se rassemblent tous dans le lit de la petite fille avec ses parents, avec ses petites affaires, et je pense que c'est un des premiers livres dont je me suis vraiment rappelée, parce que ça me donnait moi-même envie de me mettre sous mes couvertures et de créer un petit monde à moi. Voilà, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Pas forcément du premier choc littéraire, mais de ce qui nous a, pour la première fois un jour, inscrits à l'intérieur d'un livre. Alors de mon côté, les souvenirs que j'ai de lecture au tout début sont liés à ma grand-mère maternelle et sont liés à la maison qu'on occupait pendant l'été, qui se trouvait dans un village, Colombières. Et je me souviens de ma grand-mère, avec un livre de lecture en main, me montrant la méthode syllabique et surtout me disant que son dernier fils avait appris à lire à 5 ans et donc le but c'était de faire pareil, de savoir lire à 5 ans. J'avais 4 ans à ce moment-là et évidemment ça je m'en souviens pas, j'ai reconstitué ça avec ma mère. Donc à 4 ans, ma grand-mère commence à m'apprendre le b.a.-ba. Alain Gray, bonjour. Bonjour. Vous êtes un auteur-dessinateur, vous dessinez des albums illustrés pour les enfants. Oui. Et donc je rentre à Paris en connaissant déjà le système de combinatoire. Et puis je me retrouve donc avec ma mère dans un logement très petit, d'une seule pièce. Et je crois que c'est mon autre grand-mère paternelle, mais je suis pas très sûre, mais mes grands-parents paternels, qui m'offre à ce moment-là un livre crucial que j'ai là devant moi au moment où je vous parle, qui s'appelle « Je sais tout » et qui est écrit et dessiné par un auteur et dessinateur qui s'appelle Alain Gray. Et Alain Gray, c'est quelqu'un de très important pour moi. Et comme il est toujours de ce monde, si jamais il écoute cet épisode, vraiment, qu'il sache d'une part à quel point ce livre a été important pour moi, et d'autre part que si un jour, vraiment, j'ai l'occasion de le rencontrer et peut-être même de l'interroger, j'adorerais faire ça. Dites-moi Alain Gray, Oui. comment est-ce que vous créez un de vos albums? Eh bien, voyez-vous, tout part d'une maquette en blanc qui est exactement le livre, tel qu'il sera plus tard imprimé. Mais là, il est tout blanc. Vous voyez, il y a du carton, du papier et des numéros de page, c'est tout. C'est le support. C'est le support. Le but, c'est de le remplir. Oui, et par quoi est-ce que vous commencez? Eh bien, je commence par l'histoire. Il faut chercher l'histoire qui va se passer dans ce livre. Et une fois que l'histoire est trouvée, je la rédige. Je fais le texte, si vous Donc voulez. d'abord le texte. D'abord le texte, toujours. Est-ce que vous pensez à l'illustration quand vous écrivez le texte? C'est essentiel, voyez-vous. Et
pour justement qu'il y ait un lien permanent entre le texte et l'illustration, je fais un brouillon du livre, un nouveau brouillon, où figure l'emplacement du texte et aussitôt le crayonné de l'illustration. Et ensuite? Et ensuite, je réalise ces illustrations au propre. Est-ce que c'est la dernière étape pour vous? Pour moi, c'est la dernière étape, mais c'est la plus importante. Donc Alain Gray écrit un livre qui s'appelle Je sais tout, dans lequel un petit garçon blond, avec un renard pour ami, part à la découverte du monde. Donc on va l'ouvrir. C'est du podcast Je sais, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Il y a d'abord un petit lexique de A à Z qui commence par abeille, qui se termine par zoo et qui fait 2 pages. Et ensuite, on entre dans le livre par thématique, puisque ce petit garçon, qui s'appelle Pilou, décide de partir à la découverte du monde grâce à son renard Capucine et à sa copine Virginie, qui a dessiné un tableau qu'on ne voit pas. Elle dessine une fleur et elle lui demande s'il reconnaît cette fleur. Et ça, c'est le prétexte pour aller interroger des gens. Alors c'est drôle, parce que c'est vraiment ce que je fais ici avec ce podcast. Interroger des gens pour savoir s'ils ont la réponse à sa question. Et dans chaque page, on a dessiné tout un tas de choses. Donc en l'occurrence, au chapitre des fleurs, il y a des œillets, des tulipes, des chrysanthèmes, des dahlias. J'adorais ce dahlia. Et chaque fois que je vois un vrai dahlia, je pense à ce livre. C'est comme les lupins aussi, c'est pareil. Bref, je pense qu'évidemment, la façon dont Alain Gray, on est dans les années 60, illustre le livre compte beaucoup dans l'attachement que j'ai pour ce livre, bien sûr. Il y a ça, il y a ces illustrations donc que je trouve merveilleuses. Et puis, il y a le titre, quoi. Je sais tout. Et c'est bien après, vraiment devenu adulte, que je fais le lien, que je me rends compte que dans mon enfance, le but, plus j'avance à l'école, et plus je pense que dans la vie, le but de la vie, le but de chaque être vivant, c'est de tout savoir. Une fois que l'énigme est résolue, le chapitre se termine, un autre s'ouvre, une nouvelle énigme apparaît. Bon, et moi de mon côté, j'ai aussi une énigme à résoudre, parce que le livre, assez grand, assez gros, que j'ai là devant moi, en fait ce n'est pas le mien. Je l'ai racheté sur internet parce que j'ai perdu mon exemplaire. Et c'est vraiment étonnant, parce que j'y tiens beaucoup. Où est-ce qu'il se trouve ? Chez moi, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Le fait est que, au moment où j'enregistre cet épisode, je dois partir chez ma mère. Bon, je vais en profiter pour l'interroger et lui poser la question. Ma mère, au passage, si vous avez lu certains de mes livres, vous savez 2-3 choses sur elle déjà. Elle s'appelle Dominique Savelli. Elle m'a élevée seule. Dans Décor daguerre, on découvre qu'elle est dessinatrice cartographe à l'Institut géographique national, l'IGN. Dans Saint-Germain-en-Laye, qu'elle prend le RER A tous les matins pour aller travailler. Et même dans Lier les lieux, élargir l'espace, que je découvre Georges Perec grâce à elle, parce que dans ce RER, je pense, elle lit La vie mode d'emploi. Et donc, j'interroge ma mère, je lui montre une capture d'écran de la couverture de ce livre que je cherche, et je lui demande d'abord si elle s'en souvient. Je sais tout. Je me souviens de la couverture. Oui, mais je me souviens pas du tout du livre. De ce qu'il y a. Tu te souviens pas d'abord qui me l'a offert, par hasard ? Bon, moi, je pense que c'est Mamie de Saint-Étienne. C'est possible. Je me souviens que c'est Mamie, ta mère, qui m'a appris à lire. Oui. Est-ce que tu te souviens de ça ? Tiens, je vais te demander. Est-ce que tu as des souvenirs de ça ? Alors, j'ai souvenir de vacances où tu avais, je sais pas, est-ce que tu avais 4 ans et demi, 5 ans, donc tu passais chez mamie, tu l'es passé avec eux, et elle t'avait appris à lire. Elle avait acheté un livre spécialement pour t'apprendre à lire. Donc, est-ce qu'on l'a encore ? Je sais pas. Je sais pas. Mais quand tu es rentré à la maison, à ce moment-là, on habitait rue Poulet. Rue Poulet. Tu as commencé à aller à l'école à
rue de Clignancourt. Et là, la maîtresse m'a convoquée une semaine après en me disant que tu savais lire. Et elle hésitait quand même à te faire passer dans la classe supérieure parce qu'il y avait quand même des choses qui te manquaient et que peut-être ça te perturberait plus que ça ne te serait bénéfique. Voilà. Et moi qui ne savais pas, si tu veux, je me suis remise à ce qu'elle disait, quoi. Voilà. Donc en fait, tu savais lire et tu t'ennuyais un petit peu quand même, hein. Voilà. Oui, en effet. Alors j'ai un souvenir proche, je me souviens de ça, je me souviens très bien du moment où on est allé voir la maîtresse et où, voilà. Mais je me souviens, si tu veux, que mamie, elle m'a appris la syllabique, quoi. Le livre, c'était un livre d'une méthode syllabique. Oui. Et donc quand je suis arrivée, je me suis moi-même apprise à lire dans Je sais tout. Non, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait la jonction entre les syllabes et puis les phrases, en fait. Et que toi, tu t'en es pas aperçu parce que tu croyais, et c'est peut-être en partie vrai, que je savais les phrases par cœur. C'est vrai, je pensais que c'était ça, quoi. Parce que tu avais beaucoup de mémoire, et voilà. Oui. Est-ce que tu as essayé de retrouver ce livre ? Je l'ai racheté sur Internet, alors donc je l'ai. Mais est-ce que mais non, parce qu'il y a un moment, si tu veux, il y a un chapitre sur le calcul, et il y a quelqu'un qui avait le livre, qui a fait les calculs, qui les a écrits au crayon à papier. Si je les gomme, ça redevient exactement le même livre que celui que j'avais. Oui. J'arrive pas à les gommer, mais c'est pas complètement mon livre. Donc je pense que soit il est dans mon appartement à Paris, mais je pense que vraiment je l'ai retrouvé, soit il est ici, dans un carton. Mais ça m'étonne aussi un peu parce que pourquoi je l'aurais pas ramené à Paris ? C'est un peu bizarre vu que j'y tenais. Si tu étais tellement attaché à ce livre, tu l'aurais pas laissé là. Soit dernière solution à laquelle j'avais jamais pensé, mais peut-être il est dans ma cave à Paris. Et là, si ça, il est désintégré, le pauvre, depuis le temps. Bon, vous l'aurez compris, j'ai un petit côté fétichiste avec ce livre. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que à cette époque-là, la vie était très agitée. On a beaucoup déménagé. Il a beaucoup fallu se réadapter à plein de choses tout le temps. Et donc, avoir un livre qui ouvre sur le monde et qui, en même temps, grâce à ses illustrations douces, apaise, c'était important. Donc, je suis en fait allée farfouiller au 2e étage de la maison pour voir si jamais je ne pouvais pas le trouver. Et je suis entrée dans la chambre que je n'ai jamais vraiment occupée dans cette maison, mais où sont réunies certaines de mes affaires. Et puis, je n'ai pas retrouvé le livre, mais j'ai trouvé autre chose. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on va trouver ? Oh là là, des vieux libés. Il y a le libé de la mort d'Ava Gardner, par exemple. Il y a des poèmes à moi de mon enfance. Oh là là, je vais les sortir, ça là, quand même. C'est écrit... il y a même un carnet de correspondance. On va regarder ça. Un peu vite fait. Et on va voir. Alors, poème. Poème. J'étais très inspirée par Jacques Prévert, quand même, je pense. Matin. Un chameau marche sur les crêtes. Il menace les arbres un à un, puis repart vers l'horizon et s'écroule. La mort le tient par la patte et l'emmène dans la brume du petit matin. Au bout d'1 heure, il est si fatigué qu'il s'écroule et revit. La mort fait une grimace et disparaît dans le lointain. Ça alors. Bon, je vous passe les autres. N'est pas Rimbaud qui veut pardi, comme disait Mouloudji. Bref. Il fait voir un peu le carnet de correspondance. CE1. Très bon travail, il faut continuer ainsi. Résultat très satisfaisant. Ok. Enfants, ne pénétrez pas dans l'école avant l'heure fixée. Dès que vous êtes entré dans l'école, il vous est interdit d'en sortir sans permission. Ne jetez rien à terre, n'abîmez ni les murs, ni les portes, ni le matériel, ni les plantes. Gardez l'école, avec un E majuscule, propre et en bon état. N'apportez à l'école aucun objet dangereux ou sale. Arrivez à l'heure, soyez propre, poli envers vos camarades et le personnel de l'école. Ne soyez pas brutaux dans les jeux. Ne pénétrez pas dans les classes et les couloirs pendant les récréations sans permission.
Si un camarade est blessé ou malade, venez lui en aide et prévenez vite un maître. Ah, et là, il y a surtout... Qu'est-ce que c'est? Et c'est une encyclopédie de la jeunesse que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un peu la suite de Je sais tout, en fait. Donc, voilà. On va arrêter là. Oula. Il y a un chat qui miaule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi, Russule? Tu veux quoi? Tu veux rentrer? Bon, je vais faire un tour dans le grenier. Il y a de la lumière ou pas? Yes. Ouais, non, c'est pas possible. Il y a trop de choses. Il fait froid, on a la flemme. La quête de je sais tout, hein, elle est vite vue. Ouais, donc il y a des cartons un peu partout, empilés, avec des affaires, les affaires de tout le monde. Des Playmobil, des jouets, tout ça, qui sont là depuis la nuit des temps. Et en effet, la flemme est immense d'aller tout au fond du grenier pour regarder si par hasard il n'y aurait pas ce livre. J'avais déjà cherché en fait il y a longtemps, d'autant que j'avais essayé de trouver ici. Oh, il y a mon ombrelle. Attends. Oh oui, mon ombrelle. Ça par contre, je vais la sortir. Il y a l'ombrelle chinoise que j'ai achetée à Saint-Germain dans la boutique d'Elina la Bourdette. Oui, c'est celle-là. Ah ouais, super. Plus rien ne nous atteint. Mousse, fougères, chênes et sapins, faciles à reconnaître qu'on dessine au retour. La collecte passe aussi par l'humus, qui relie au globe terrestre, les amanites à l'écart du chemin. Le monde de l'humide rend minéral, le spongieux rend sensible à toute molécule. Sous le doigt, des parois de caverne et le nuancier les écorce. Dans la gorge, l'oxygène compact. L'odeur de bois brûlé, de bûches pourries, de sève, de spores ne cède pas quand on retrouve les arbres taillés sur mesure, alignés devant le château. Quitter la forêt et le parc. C'est samedi. Rue au Pin, le shopping bat son plein. Entrée libre. Le magasin de jolies choses, une boutique très étroite et tout en longueur, appelée aussi l'œil de biche, spécialisée dans l'artisanat asiatique, tend les bras. Il faut faire attention à ne rien faire tomber, ne rien briser. Sinon, il faut acheter cassé, recoller les morceaux et ça ne tient jamais. Du monde, des cordes clientes. Il faut dire que par moments ça vibre, devient électrique, signe que la propriétaire est présente. La fille regarde de loin cette femme, dont la distinction impressionne, qui capte l'attention tandis que l'employé s'occupe des achats. Elle sait par sa mère qu'il s'agit d'une ancienne comédienne, d'une actrice célèbre en son temps. Elle attrape au passage le nom de la compagnie Renaud-Barrault, dont elle a déjà entendu parler, mais ne connaît rien d'autre alors de cette femme altière, rien de ceux qui l'ont fait tourner, Pabst, Bresson, Renoir, Demy. Elle retient son nom parce qu'il sonne à l'oreille, comiquement rythmé, n'a rien d'un nom de star. Elina la Bourdette. Ce qui intéresse la fille surtout à l'œil de biche, cet objet du désir caché dans un angle, près du comptoir, c'est une ombrelle japonaise bleue. Qu'Elina la Bourdette soit ou non présente, la fille avance, tâtonne, observe, hésite, revient à plusieurs reprises avant de se décider. À quoi servirait l'ombrelle? À l'acheter, avec l'argent de poche. Que faire de l'ombrelle maintenant? L'ouvrir dans la chambre en laissant glisser le nœud d'osier, la poser par terre. Sur la moquette ou sur la peau de mouton, sa toile rêche libère de l'âcre. Voilà une forêt nouvelle, une grotte, une cabane. Le chat y furette, n'y reste pas. Lire à l'ombre de l'ombrelle. Le Japon, c'est le secret du ver bleu, roman où des lutins anglais cachés dans une bibliothèque cohabitent à Tokyo avec une famille qui les nourrit de génération en génération. Un verre de lait par jour, posé à côté de la fenêtre, suffit.
Bleu lacté, lumineux dans son verre gigantesque, fromage microscopique qui assure la survie, le monde gustatif se réduit à cette gamme, tandis que dans le livre, la guerre gronde, que le petit frère fasciste décide de ne plus alimenter les inutiles. Tous les goûts dégueulasses, artichauts, salsifis, surgissent avec lui. Dans le verre, le lait caille. Heureusement, ces goûts-là ne passent pas le seuil, restent à la lisière de l'ombrelle. Grotte, mer, plage, paravent. Bon, pas de je sais tout au grenier apparemment. C'est pas grave, on verra plus tard. J'en profite pour demander à ma mère, est-ce que toi, il y a eu un livre comme ça, dans ta petite enfance, qui a été très marquant? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé, j'ai racheté les Bibi chez François, le Bibi chez François où ils vont dans le monde. C'est quoi d'abord, les Bibi chez François, tu peux me dire? François, c'était une petite fille qui s'appelait Bibi chez son cousin François. Il leur arrivait des tas d'aventures, tu vois. Comme toujours dans ce genre d'histoire, ce sont des enfants qui sont libres, quoi. Voilà. Et ce livre-là, donc, était consacré à la découverte de l'Amérique. Enfin, au voyage. Voilà, Bibi chez François. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lecture? Et puis surtout, un livre que je voudrais retrouver, c'est un livre où j'avais appris à lire aussi, qui était à l'école. Alors, c'est un livre, alors je ne peux pas te dire là, il faudrait que je retrouve de qui c'est, mais c'est les livres qu'on avait à l'école sur plusieurs années. Tu avais le CP, CE1, CM1, CM2. Donc là, des livres de lecture? Des livres de lecture et surtout pour apprendre à faire des dictées, des livres d'orthographe, tu vois. Et alors là, ce que j'adorais, c'est qu'il y avait des petits textes en haut à gauche de chaque lecture, des petits textes qui reprenaient des livres qui existaient, La petite sœur de Trott, tu vois, qui avaient des résonances littéraires, mais aussi grammaticales, qui expliquaient la grammaire de la page. Et il y en a un, qui m'impressionnait beaucoup. C'était un livre, je pense que ça devait se passer pendant la dernière guerre, et c'était quelqu'un qui racontait qu'elle dormait avec ses parents sur des lits de camp, il me semble que c'était des lits de camp, dans la même pièce, et que le soir, la personne, je ne sais pas si c'était un petit garçon ou une petite fille, disait « Bonsoir papa, bonsoir maman, dormons bien tous les trois ». Et puis, comme il n'arrivait pas à s'endormir, il répétait « Bonsoir papa, bonsoir maman, dormons bien tous les trois ». Et ça, j'aurais aimé revoir cette écriture, tu vois. Alors c'est drôle, c'est un peu comme s'il y avait une connexion entre ce que Colline de Clermont-Ferrand nous a dit à propos de l'album de Claude Ponty. Ce qui l'avait le plus marqué, c'était cette petite souris qu'elle associait à une petite fille prise dans la tempête avec ses parents et qui se réfugiait dans son lit, ce qui lui permettait de s'inventer un monde. Et puis cet enfant, dont ma mère commence par dire que c'est une fille aussi, avant de changer d'avis peut-être, qui a probablement des soucis, des inquiétudes, qui n'arrive pas à dormir, et qui là aussi dort avec ses parents. Et entre les deux, ce qu'on raconte également, moi à travers Je sais tout, et ma mère à travers Bibi chez François, c'est notre plaisir à suivre les aventures d'enfants libres, sans parents, à la découverte du monde. Comme si le plaisir de la lecture oscillait entre les deux. Mais c'est vrai que ce livre, j'ai essayé de le retrouver, et comme je ne sais pas dans lequel il est, j'achète tous les, tu vois, du premier au dernier. Les livres de lecture, là, les livres de classe dont tu parlais. C'est ça? Hein? Tu parles des livres de classe là, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé revoir les lignes, tu vois, relire les lignes exactement, voir si c'est ce qu'il y a dans ma tête ou pas, quoi.
On va lancer un appel. C'est bien le podcast pour ça. On va bien voir. Moi, je vais essayer de retrouver Alain Gray. Toi, tu vas essayer de retrouver tes livres. Oui, mais peut-être qu'il faut déjà que je retrouve celui qui manque. Écoute, parce que on sait jamais. Sinon, je vais en avoir des tonnes. Si ça se trouve, tu vas peut-être avoir un auditeur, une auditrice qui va voir exactement ce dont tu parles. On ne sait pas. Ah oui. Alors peut-être pas à la diffusion de l'épisode, oui. Peut-être des mois après, Oui, j'en oui. sais rien. Ah, d'accord. Tu vois, on verra. Lire à l'ombre de l'ombrelle. Relire les lignes exactement. Tout savoir. Sur la 4e de couverture de Je sais tout, il est dit que si on arrivait à lire tous les livres, ce serait peut-être possible. C'est avec ces désirs-là que j'en termine avec cet épisode, non sans vous avoir dit que le livre précis que ma mère cherche, il fait partie des ouvrages de Hamon et Gramont parus chez Hachette dans les années 50. C'est même le jaune qui manque, l'exemplaire jaune. Et donc s'il y a un ou une spécialiste qui écoute ce podcast, si vous pouvez nous aider à retrouver l'exact tome qui lui manque à ma mère, ce serait génial. À bientôt. Au revoir.